Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui les gars, review découverte. Et ouais, review brûlante, j'appelais ça à l'ancienne review brûlante. Les anciens de la chaîne se souviennent de ce format. Et oui, review brûlante du premier tome du manga d'Inoxtag, Instinct les frérots. Alors, je tiens également à prévenir, cette review sera... J'ai pas envie de dire 100% spoiler, mais il y aura du spoil. Pourquoi? Parce que en fait, il est nécessaire de spoiler pour pouvoir bien apporter un œil critique, positif, constructif à l'œuvre d'Inoxtag, tout simplement. Donc voilà, ce sera une review dans laquelle je vais un petit peu spoiler. Ok? Donc, je ne vais pas faire les présentations. Inoxtag, vous le connaissez, célèbre influenceur. Il a fait aussi un film, je crois que c'était Kaizen, dans lequel il grimpe le mont Everest, etc. Donc c'est un influenceur qui actuellement, on peut se le dire, il est dans l'actualité. Ok? Tout ce qu'il fait, ça fonctionne. Il s'est créé une communauté, il s'est créé une audience et il en profite justement pour maintenant, on va dire, confirmer sa popularité, et il profite de sa popularité pour faire un manga. Ok? Que dire déjà des influenceurs, des youtubeurs qui font des mangas? Parce que c'est un sujet qui revient assez souvent lorsqu'un youtubeur sort un manga. Mais écoutez, moi je suis totalement dans cette situation avec des moyens bien évidemment bien en dessous de ce que fait Inoxtag, mais je suis dans cette situation. Beaucoup de personnes ne donnent pas la légitimité à un youtubeur de faire un manga, ce qui, selon moi, est un tort. Tout simplement parce que tu as le droit d'être youtubeur et également de te former à l'écriture d'un scénario, etc., etc., et après faire ton manga, ou même dessiner après. Enfin, après, tu peux avoir des bases en dessin. Enfin, bref. Dans le cas d'Inoxtag, moi, personnellement, je trouve que, au contraire, c'est une très bonne chose. Inoxtag s'est créé une communauté, il s'est créé une audience, et maintenant, il en profite. Où est le mal? Le gars a volé qui en faisant ça? Le gars, il a juste fait ce qu'il fallait, tout simplement. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la recette miracle pour pouvoir fonctionner, mais c'est il s'assure son succès, il assure son succès en procédant de cette manière-là. De plus, c'est un réel fan de manga. Apparemment, d'après les gens avec qui j'ai discuté, il parle souvent de manga, etc. Donc je sais pas quels sont ses mangas préférés. D'après ce que je vois un petit peu, je pense qu'il a bien aimé Death Note. Peut-être un petit peu, ouais, les petits shonen aussi un peu. Attaque des Titans aussi, je pense qu'il a bien aimé. Mais bref, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il n'y a pas de mal. Moi, je suis en train d'écrire mon manga, j'essaye de le faire éditer par une maison d'édition. Et si on me dit, bah non, t'es pas légitime parce que tu es youtubeur, je dis, mais c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. C'est justement parce que je suis youtubeur que j'ai analysé énormément de mangas. Je peux derrière me former aussi à l'écriture d'un scénario, à tous les codes qui entourent l'univers manga et proposer mon propre scénario, tout simplement. Il avait un rêve, il a réalisé son rêve. Donc moi, rien que pour ça déjà, c'est félicitations Inoxtag. Toutes les personnes qui parlent et qui disent oui, c'est un succès parce que c'est Inoxtag, ce sont tous des rageux. Tous. Même ceux qui vont te dire oui, bon, c'est bien, hein, mais c'est parce que c'est Inoxtag. Lui aussi, toi aussi, t'es un rageux. Les gars, il a créé sa communauté, il vend le manga à sa communauté. Où est le mal? Où est le mal? Et ils vont même au-delà. Parce qu'il n'y a pas que sa communauté qui achète le manga. La preuve, moi, je l'ai acheté par curiosité. D'accord? Donc, déjà, si on parle un peu des chiffres, il semblerait qu'en 4 jours, il ait vendu plus de 80 000 tomes. Et ils en ont tiré, je crois, 400 000 ou 500 000. D'accord? Ce qui est un record. C'est un record en France, très clairement. Donc là, honnêtement, il signe le meilleur démarrage de l'année 2024. D'accord? Avec son tome Instinct, là, franchement. Donc, clairement, là, c'est un succès. Du moins, on s'oriente vers un succès. Parce qu'attention, il faut bien comprendre aussi comment ça fonctionne dans le milieu de l'édition. Ils en ont tiré 400 000. D'accord? Mais au vu du rythme de vente, on peut se dire que les 400 000 vont être écoulés. Mais c'est pas encore fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle opération commerciale de la part d'Inoxtag et de Michel Lafon. Il a créé les conditions de son succès. Voilà, donc moi, rien que pour ça, je dis félicitations à Inoxtag. Ok, il est accompagné de Charles Compagne, donc au dessin. Donc j'ai regardé un peu, c'est son premier manga. Il faisait un autre boulot avant, il a tout quitté pour faire le manga avec Inoxtag. Et Basile Mono, qui lui est un peu plus à la réalisation. Il avait d'ailleurs collaboré avec Inoxtag dans le film Kaizen, ok, lorsqu'il y a son histoire du mont Everest. Ok, bon, le manga est dans un format, je crois que c'est un format à peu près A5.
Ok, donc c'est plus gros qu'un manga classique. On sent que c'est de la qualité, très clairement, même au niveau du grammage, tout, du papier, des petites pages couleurs au début aussi. Donc honnêtement, on se fout pas de la gueule, des gens, même au niveau du prix, 10,95 € pour un manga de cette taille-là avec des pages couleurs, c'est correct. Honnêtement, c'est correct. Donc à tous les niveaux, Inoxtag, c'est pas foutu de la gueule des gens. Je trouve que voilà, d'un point de vue éditorial, on est sur un produit qui est tout à fait correct. Maintenant, dans cette review, on va rentrer à l'intérieur du scénario. Comme je l'ai dit, je vais spoiler, donc désolé pour les personnes qui n'ont pas encore lu Instinct, mais voilà, je vais spoiler parce que pour pouvoir en parler librement, j'ai besoin de spoiler. Ok ? Alors, je vais lire le synopsis et on va commencer comme d'habitude par ça. Je vais faire une critique du synopsis en vous disant ce que j'aime pas dedans. Et après, on va rentrer évidemment dans l'histoire d'Instinct. Aki, 19 ans. A le don de voir les intentions d'autrui. Il perçoit l'aura de ceux qui l'entourent et doit constamment supporter la nature humaine. Au moment où Aki apprend qu'il est atteint par un virus incurable et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre, il rencontre Luna, une jeune fille intrigante qui lui laisse entrevoir un monde meilleur. Mais quel sera le prix à payer? Alors, le synopsis d'Instinct, selon moi, est problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ils utilisent le terme un virus incurable. Alors, ce qu'ils auraient dû faire, le virus, on va apprendre plus tard, qui s'appelle Noctus. Mais en fait, la façon dont on va l'apprendre, c'est un peu, on va dire, c'est un peu confus. C'est-à-dire que c'est justement cette jeune fille Luna, lorsqu'elle va arriver dans la classe, elle va dire « Ah, il semblerait que quelqu'un ici ait le Noctus ». Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais c'est quoi le Noctus? C'est quoi le Noctus ?» Et c'est au fur et à mesure où tu lis, tu dis « Ah, c'est ça le fameux virus incurable !» Bah, appelle le Noctus directement dans le synopsis, mon frère. Appelle le Noctus directement dans le synopsis, comme ça au moins on sait « Ok, Noctus, c'est ça ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, pour moi, déjà, rien que là, le synopsis aurait dû être plus précis. Ok? Alors, attention, un synopsis, ça doit être court et ça doit donner envie. En soi, il remplit toutes les cases. C'est juste que, quand tu lis après derrière le tome, bah, le synopsis ne t'a pas donné l'information cruciale qui est... C'est pire que crucial, c'est l'une des informations les plus importantes du manga, c'est ce virus Noctus. Tout simplement parce que c'est ce virus qui, derrière, donne des pouvoirs. Donc, le truc est incontournable et crucial, déjà, très clairement. Donc, il y a ça que je donnerais dans le synopsis, et aussi quand on dit une jeune fille intrigante qui lui laisse entrevoir un monde meilleur. Elle a un remède. Elle a un remède sous forme de bonbon. Bon voilà, tu peux le dire. Hein. Tu peux le dire, hein, c'est pas non plus... de toute façon, la façon dont on va l'apprendre, tu peux le dire aussi. Donc, j'ai l'impression que le synopsis a été réécrit. En fait, il a été réécrit et que les mots remède, Noctus, tout ça ont été virés pour laisser un sorte de faux suspense que tu découvres directement dans les premières pages. Donc pour moi, autant être précis, autant nous dire que Aki, il a 19 ans, il a la capacité de voir l'aura des gens, donc ok, il voit des gens mal intentionnés, etc. Enfin, il voit leurs émotions, ok. Mais il est atteint d'un virus qui s'appelle le Noctus, mais il y a une fille qui s'appelle Luna qui lui dit hey, « j'ai peut-être un remède pour toi ». Voilà, là, t'es plus précis, et pour moi, tu donnes plus envie de lire. Parce que, en fait, quand tu fais trop de mystère, tue le mystère, mon frère. Trop de mystère, tue le mystère. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc bref. Donc tu commences la lecture et déjà je constate, alors il a fait un flash forward. C'est-à-dire qu'il nous a montré déjà ce Aki qui se trouve face à une ville qui s'appelle Agartha, d'accord? Enfin, on va découvrir plus tard que c'est Agartha, d'accord? Et cette ville est en feu, est en flammes. Ok? Et Aki dira, ouais, oh là là, c'est incroyable, voici le monstre que je suis devenu, je ne réalise que maintenant le monstre que je suis devenu. Alors, là aussi, pour moi, il y a un problème, mais c'est plus un problème, c'est dans mon avis. Là, attention, c'est pas un problème. Lorsqu'on utilise le flash forward, selon moi, c'est un système qui fonctionne bien, par exemple, avec Boruto. Ok, ce qui a été fait avec Boruto. Boruto, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on connaît Naruto, on connaît l'univers de Naruto. Donc, lorsqu'on nous laisse entendre que Naruto va mourir, forcément, tout le monde est en feu, j'ai envie de dire. Faire un mauvais jeu de mots. Là, ton perso, on le connaît pas. La ville, on la connaît pas. On voit la ville en flammes. C'est pas sûr que ce soit lui. Enfin, il laisse sous-entendre que c'est lui, mais c'est pas sûr. Et la ville, on la connaît pas. Je vous dis, la ville, Agartha, c'est moi qui devine que c'est Agartha, tout simplement. Pourquoi? Parce que y a une roue là qui est en train de tomber. Et en fait, cette roue-là, on la voit dans un moment. Enfin, il va y avoir un plan quasiment similaire de la ville d'Agartha et on verra cette roue-là. Donc, je me suis dit, ah, c'est Agartha qui est en flamme. Mais là, on n'a pas, quand on voit ça, on n'a pas l'ampleur de ce qui est en train de brûler. On ne sait pas ce qui est en train de brûler, en fait. C'est quand on va lire le tome, on va dire « Ah, c'est ça qui est en train de brûler ». Donc, en fait, le flash forward ne fonctionne pas parce qu'on ne connaît rien, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas le personnage. Par contre, un flash forward, ça fonctionne quand tu as déjà quelques éléments. Mais
C'est un procédé scénaristique, attention, que tu peux utiliser même si ton personnage n'est pas connu, attention. Tu peux l'utiliser, mais je trouve que l'événement n'est pas assez choquant pour pouvoir me donner envie de lire la suite. Parce que c'est ça, en fait, la genèse, l'utilisation d'un flash forward, c'est pour te donner envie de lire la suite. Avec Boruto, ça fonctionnait parce qu'on parlait de Naruto, donc ça fonctionne. Mais si tu veux me donner envie de lire, en utilisant un flash forward, de lire la suite, il faut que tu me donnes des éléments où je vais me dire, ah ouais, c'est lourd, il va se passer ça, c'est chaud. Mais là, je peux pas me dire ça. Le personnage, je le connais pas, la ville, je la connais pas. Donc je ne pense pas que l'utilisation du flash forward là, en termes de narration, ce soit pertinent. Il aurait pu commencer son manga directement. Ensuite, quand tu ouvres le manga, tu t'aperçois que c'est plutôt bien structuré. Ils ont montré aussi un petit truc pour le sens de lecture, pour rappeler au lecteur le sens de lecture. C'est très bien. Franchement, c'est très bien à ce niveau-là. Et là, on voit tout de suite le niveau de dessin de Charles Compagne. Et franchement, son dessin est vraiment sympathique, correct. Pourquoi j'utilise les termes sympathiques corrects? C'est parce que je pense qu'il gagnerait à s'améliorer au niveau des perspectives. Il y a des fois où effectivement les personnages sont placés, je trouve la façon dont ils sont placés dans l'espace, c'est pas forcément bien fait, mais c'est des petits détails. Attention, c'est des petits détails. Ça reste un bon dessinateur. Il découpe bien, on comprend bien ses scènes. C'est dans la narration où il y a pas mal de problèmes. Mais sinon, le dessin, selon moi, est vraiment pas mal. Là où, par contre, j'ai eu une remarque un peu négative, c'est au niveau des chara-design que je trouve extrêmement classique. Surtout celui de Luna, qui quand même est un personnage ultra important. C'est presque la deutéragoniste du manga. Et elle a un chara-design qui est extrêmement classique, extrêmement simpliste, j'ai envie de dire. Donc, je trouve que les chara-design, par contre, sont trop simpliste, selon moi. Ça mériterait à être un petit peu mieux travaillé. Par contre, les explosions, les effets de flammes, tout ça, il maîtrise. Il maîtrise, Charles. Très clairement, à ce niveau-là, on sent la qualité. On sent la qualité. Par contre, vraiment, quand il s'attache, quand il prend le temps sur certaines pages, tu sens quand même des fois certaines pages où tu vois la qualité de son dessin. Tu te dis, voilà, quand tu vois ce genre de page-là, tu te dis, ah ouais, il sait y faire. Donc son découpage est bon, voilà, ça à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Voilà, quelques petits problèmes de perspective, je trouve. Par exemple, vous voyez là, le personnage, là, c'est la fille Luna. Vous voyez comment est placée sa poitrine. Là, il y a un problème au niveau de son placement, de sa posture. Voilà, c'est souvent des problèmes comme ça qu'il y a. Mais au global, ça reste quand même très correct. C'est d'un niveau professionnel, franchement. Voilà, moi, c'est pas sur le dessin. Moi, en tout cas, mes critiques n'iront pas sur le dessin, clairement, parce que le dessin est vraiment bon. En plus, maintenant, on peut se le dire, tu as des mangas qui explosent avec des dessins qui sont pas extraordinaires. Kimetsu no Yaiba, excusez-moi, hein, les fans, mais je suis désolé, le dessin, voilà, hein. Jujutsu Kaisen, pareil, hein, le dessin, voilà, hein. Et pourtant ça explose, parce que derrière, la narration est bien faite, le scénario est intéressant, donc le dessin, attention, je dis pas qu'il est accessoire, il est très important, il est crucial, mais voilà, il y a un niveau à avoir, un niveau minimum à avoir, et Charles Compagne, il l'a. Donc c'est pas sur le dessin, selon moi, que toutes les critiques vont se porter, et même les critiques des autres influenceurs, s'ils critiquent le dessin, pour moi, c'est de la malhonnêteté. Il y a des choses, oui, c'est vrai, il y a des choses, il y en a pas mal même, effectivement, mais au global, ça reste franchement très correct. Il maîtrise son sujet. Mais il gagnerait quand même à s'améliorer, je pense, surtout au niveau des anatomie féminine, il gagnerait à s'améliorer. Le positionnement de ces personnages dans l'espace, ok, mais sinon, les plans, les paysages, il maîtrise plutôt bien. Le découpage, pour moi, c'est maîtrisé. Voilà, donc à ce niveau-là, et un peu améliorer ses chara-design aussi. Je trouve que ces chara-design sont beaucoup trop classiques, selon moi. Voilà, mais sinon, c'est très correct. Franchement, sinon, c'est très correct. Tu ouvres le tome, tu rentres dans le scénar, tu t'aperçois tout de suite que, effectivement, on arrive sur un salarié qui se fait virer de son entreprise, et ce salarié reviendra plus tard se faire sauter. Il sera, on va dire, induit en méchanceté par le grand méchant de l'histoire qui va lui glisser des petits mots en lui disant ouais, t'as vu, ils sont foutus de ta gueule et tout machin, et c'est pour ça qu'il reviendra appeler pour se faire sauter. Ok. Ensuite on arrive sur Aki. Alors présentation de Aki assez classique. Moi je m'attendais, après on est habitué en manga de clac, un gros plan sur le personnage, Aki machin, mais c'est pas obligatoire de le faire comme ça. Là il est introduit de façon assez simpliste, c'est un autre perso qui lui fait hey, Aki machin, ça va et tout, et on se dit ok, donc on se dit ah, c'est lui Aki. Ok. Donc voilà, c'est les introductions de personnages. Il n'y a pas une énorme mise en scène pour les introductions de personnages, ce qui est dommage, mais attention, c'est pas une obligation. Lui, je pense qu'il a voulu rentrer immédiatement dans le scénar, nous mettre, voilà, on prend le train en marche, quoi. Ok. Et donc on s'aperçoit
perçoit du pouvoir tout simplement de Aki qui ressent toutes les émotions de ses camarades dans la rue, dans la classe, partout. Donc il y a pouvoir, jalousie, comparaison, possessivité, triche, argent, sexe, manipulation. Ok, moi je suis ok avec ce pouvoir, par contre j'ai quand même un problème, c'est que l'intégralité de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit, c'est que du négatif. Ça veut dire que toi dans ton univers, le mec, il ne voit que les émotions négatives. Il n'y a personne qui a une émotion positive, même pas les enfants. Ça pose un problème de vraisemblance scénaristique. Aki, qui, normalement, selon le synopsis, a le don de voir les intentions d'autrui, doit voir les intentions aussi bienfaisantes, pas seulement malfaisantes. Aki ne voit que le négatif. C'est-à-dire que dans son monde, tout le monde est méchant. Il n'y a pas un mec gentil, même un bébé. Compliqué quand même. Là, c'est la vraisemblance scénaristique. Donc ça peut être corrigé au tome 2. Au tome 2, tu nous montres que Aki, des fois, il voit des émotions positives. Quand même, un peu. Et il n'en voit aucune. C'est problématique. C'est problématique, les frérots. Ok? Donc voilà. Mais le pouvoir de Aki, en soi, je trouve ça plutôt intéressant. Pas forcément novateur, mais moi, je trouve ça franchement intéressant. Sincèrement. Alors, ensuite, là où j'ai un petit souci, c'est que le manga cherche très rapidement à t'immerger dans son univers. Mais la moindre des choses, lorsque tu veux immerger quelqu'un dans ton univers, c'est de le situer. Et là, le problème, c'est que Aki, on ne sait même pas il est où. C'est pas situé. J'ai repris, je me suis dit, attends, j'ai repris les premières pages, aura, donc ça, il voit les auras des gens, tu regardes, lettre de licenciement et tout, donc tu te doutes, tu te dis, bon, au vu des prénoms, Émile, etc., il y a un moment des policiers qui vont venir, ils vont montrer une carte, tu vas marquer RF, peut-être République française, donc tu te dis que tu es peut-être en France, mais ça, c'est une supposition de ma part. Tiens, je vois les noms, Jimmy, etc., bon, je me dis, ok, ça se passe peut-être en France. Maintenant, je suis désolé, il n'y a aucun élément dans lequel on peut se situer. Il n'y a aucune localisation. On nous dit pas, tiens, là, on est là. Là, on te met Université Fritz Zwick. Ok? Mais, ok, c'est le seul point de localisation que l'on a, c'est Université Fritz Zwick. Mais on ne sait pas c'est dans quelle ville, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que si tu veux immerger ton personnage, si tu veux immerger ton lecteur dans ton univers, tu dois déjà lui dire où ça se passe. En toute franchise, je n'ai pas souvenir d'un manga qui ne me donne pas une localisation dès le début. Vous prenez même le petit shonen, on va te dire, ah, on est là, ou sinon, si c'est dans une montagne, on va pas te dire exactement, c'est dans une montagne, ok. Mais lorsqu'on arrive dans une ville et tout, bon, on va te dire le nom de la ville. On va te dire, voilà, c'est ça le nom de la ville, etc. Là, on nous dit, Agartha est une ville souterraine. Vous allez voir plus tard, enfin, dans le manga, à un moment, on te dit, Agartha, c'est, voilà, c'est une ville souterraine. Mais elle est souterraine de quelle ville? On sait même pas on est où, en fait. Donc, je pense que ça, c'est quand même un gros problème de situer, juste de situer où ça se passe. Tu nous mets juste une ville, tu nous mets juste un nom de ville. Voilà, ça se passe à Marseille, Bordeaux, tout ce que tu veux, ok, ou tu inventes un nom de ville. Et nous, on se dit, ok, on va découvrir l'univers de cette ville-là. Mais là, on sait même pas dans quelle ville on est, justement. Donc ça c'est pour moi, ça c'est un petit peu problématique. Après, peut-être que je me trompe, mais bon, je l'ai relu quand même. J'ai regardé. Mis à part Université Fritz Zwick, après, peut-être que je suis passé à côté, peut-être qu'il mettait des points peut-être dans le paysage, il fallait regarder, mais normalement, selon moi, ça doit être quand même un peu plus évident que cela. Il vaut mieux mettre un truc, un petit encart, tu nous donnes le nom de la ville. Donc voilà, pas de repère de localisation, pour moi, ça c'est problématique. Un autre problème également, c'est qu'ils utilisent beaucoup de mots techniques. Et oui, on te parle du Noctus, on te parle du gouffre, on te parle des gourmets, on te parle de Echo, on te parle de Hoover. En fait, on te parle de plein de trucs, mais on ne te les explique pas. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que l'explication vient toujours après. Attention, on te les explique plus tard. Attention. Enfin, pas pour tout. Mais le souci, c'est que quand tu lis le truc, on te dit, ah ouais, tiens, ce personnage-là, il vient du gouffre. Ah, c'est chaud et tout, machin. Ok. Mais toi, tu te dis, c'est quoi le gouffre? Ok? Tu vois? Comme pour le Noctus. Ah, il y a quelqu'un ici qui a le Noctus. C'est quoi le Noctus? Tu l'as pas expliqué, on sait pas. Donc en fait, il y a une incompréhension quand tu le lis. Et c'est au fur et à mesure que tu dis, ah, c'est ça le Noctus. Mais le problème, c'est que ça te fait revenir à ce que tu faisais. C'est confus. C'est confus. Dès que tu utilises un terme technique que le lecteur n'est pas censé comprendre, Noctus, machin, c'est propre à ton univers, tu dois l'expliquer. Tu dois l'expliquer. Tu peux pas te dire, bah ça, je l'expliquerai après. Non. Parce que sinon, à la fin, dans la narration, c'est pas possible.
Parce qu'à chaque fois, on est obligé de se dire, attends, il faut que je revienne en arrière pour comprendre ce que c'est qu'un écho. Donc là, le terme écho, il a été utilisé dans tel contexte tout à l'heure. Donc il faut que je reprenne la phrase de tout à l'heure pour comprendre ce que voulait dire le gars. Mais non, c'est pas possible. Tu utilises un terme technique propre à ton univers, tu dois en donner la signification. C'est obligatoire. C'est obligatoire, clairement et simplement. Je vous jure, hein, il y a même des mangas qui derrière ont été réédités parce qu'en fait, ils utilisaient tellement des termes techniques. Les gens se sont plaints, en disant, mais on comprend rien. Ils ont réédité le manga avec des sortes de glossaires. En disant, voilà, bah ça veut dire ça. Parce que ça, c'est pas possible. Tu peux pas utiliser des termes techniques sans les expliquer. C'est pas possible. Ok? Donc ça, c'est vraiment un gros point. Ensuite, j'ai eu un problème dans la narration. Attention, il y a des choses bonnes aussi. Hein. Là, j'énonce les choses pas bonnes, mais il y a des choses qui sont bonnes aussi. Hein. J'ai un problème dans la narration. Je vais vous donner un cas, mais très concret. Un moment... Aki se retrouve, il est sur un toit, d'accord? Il est poursuivi par la police, par plein de gens et tout, ok? Il va sauter du toit. Donc, il a des pouvoirs un peu plus... Enfin, pas des pouvoirs, il a un peu plus de force physique parce qu'il est atteint par le Noctus, ok? Il saute sur un autre toit. Il voit une fille là-bas, ok? La fameuse fille Luna. Il saute, il se rapproche d'elle et après, d'un coup, bim! Tu le retrouves dans un ascenseur. Tu te dis, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Il est dans un ascenseur, il arrive donc dans les souterrains, ok, et il tombe sur un mec, une équipe de mecs, dont la fameuse Luna aussi qui est avec eux, qui dit, voilà, écoutez, vous allez participer à un petit jeu, vous allez devoir trouver un cube, et ceux qui trouveront le cube, eh ben écoutez, on a un remède pour vous, on a un remède pour le Noctus. Cool, c'est cool, t'as un remède, il va falloir participer à un jeu, il va falloir déclencher ton pouvoir, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ok? Et ensuite, au bout d'un moment, là, à ce moment-là, bim, avant que le jeu commence, t'as un flashback qui t'explique ce qui s'est passé après le saut. Déjà, le flashback est extrêmement mal placé. Mais en plus, dans le flashback, qu'est-ce qu'on t'explique dans le flashback? On t'explique qu'il est arrivé sur le toit, qu'il est tombé face à la fille Luna, et la fille Luna l'a endormi, et avant de l'endormir, elle lui a dit, viens, je vais t'emmener quelque part, on a un remède. On a un remède, on va t'emmener quelque part. Mais quel est l'intérêt de ce flashback, vu que l'information qui nous est donnée dans ce flashback nous a déjà été donnée avant par l'organisateur du jeu? Quel est l'intérêt du flashback, en fait? Le flashback doit avoir un intérêt. Alors le flashback nous explique ce qui s'est passé après le saut. Mais si ce qui s'est passé après le saut, c'est ça, c'est ah, on a un remède. Mais ça, tu viens de nous le dire. Tu viens de nous le dire qu'il y a un remède. Donc en fait, tu étires la narration inutilement pour nous donner la même information. Ok? Et le flashback est extrêmement mal placé. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une narration qui est un peu confuse à ce niveau-là. Clairement. Le flashback n'était même pas obligatoire, selon moi. Et pour moi, l'information du flashback aurait dû être plus pertinente. Plutôt que on a un remède, viens avec nous. Ça, l'organisateur du jeu vient de nous le dire. Donc en fait, le lecteur, ça, il l'a compris. Donc il y a ça qui est vraiment, selon moi, à revoir, à améliorer dans le tome 2. C'est une narration plus simpliste, plus simple. Ils arrêtent de se prendre la tête inutilement. Ok? Les pouvoirs dans Instinct sont basés sur les 5 sens. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vision, etc. C'est une très bonne idée. Ça, c'est l'un des gros points forts, selon moi, de l'œuvre. C'est l'idée, alors je pense que c'est Inoxtag qui a eu cette idée, vu que c'est son scénario, d'accord? C'est l'idée des pouvoirs. De prendre, par exemple, le toucher et de le rendre, on va dire, de l'exacerber à tel point que le toucher devienne comme une vague d'énergie, je trouve ça magnifique. Pareil pour la vision, pareil pour l'ouïe, pareil pour l'odorat. Tout ça, c'est franchement terrible. C'est un très gros point parce que, bah forcément, dans un univers comme ça, bon, on va dire shonen plus, ok, très clairement, ton pouvoir est très important. Ton pouvoir est très important, on doit le comprendre. Là, il y a des explications qui sont données. Elles sont propres à l'univers, c'est comme ça, ok. Et je trouve que le pouvoir est intéressant parce qu'il y a une marge de progression, notamment à la fin avec ce qu'on va apprendre comme information sur Aki. D'accord? Mais j'ai trouvé que l'imagination, la créativité de Inoxtag concernant les pouvoirs de son univers est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Franchement, parce que, comme je vous dis, c'est pas facile de créer des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs maintenant, parce que, bah, j'ai envie de dire qu'on a l'impression que tout a été fait un petit peu. Vous voyez? Donc, Aki trouve, lui, alors Aki participe au jeu, ok, il trouve pas de cube, par contre il fait quand même il impressionne un petit peu, ok, et après on s'aperçoit que finalement il avait un cube qui lui avait été glissé par le grand méchant de l'histoire.
Au fur et à mesure, Aki va vivre à Agartha, mais il va s'enfuir d'Agartha avec les fameux le remède, des sortes de petits bonbons qui peuvent faire reculer, on va dire, ta mort avec le Noctus. Il va aller les donner à son père, mais son père va mourir parce que le grand méchant va venir, va tuer le père. Donc, on est effectivement dans le processus classique de il faut un traumatisme, on comprend bien les tenants et les aboutissants, et il faut un traumatisme pour Aki, et on apprend à la fin que Aki dispose du 6e sens, à savoir l'instinct. D'accord? Donc, est-ce que c'est l'instinct qui lui permet de voir les auras? Ça, je sais pas. Ok, mais en tout cas, il a le 6e sens comme le grand méchant qui s'appelle l'instinct. C'est un peu rapide, je trouve, comme révélation, mais ça veut dire qu'ils en ont d'autres derrière. Donc, mon avis global sur le tome 1. Comme beaucoup de tomes 1, il y a pas mal de défauts. C'est vrai, il y a beaucoup de défauts, franchement. Mais, par contre, en toute honnêteté, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de prometteur. Je trouve qu'il y a des bonnes idées et... Ils peuvent largement s'améliorer. Pourquoi ils peuvent s'améliorer? Parce que ils ont un bon dessinateur, ils ont un scénario qui est sympathique, la narration est vraiment par contre à améliorer, ils ont des bons pouvoirs, ils ont tout ce qu'il faut pour s'améliorer. D'accord? Ils ont posé les bases, clairement, hein, mis à part l'univers qui est par contre est vraiment mal introduit, mais ça peut se faire aussi en tome 2, il peut développer un petit peu plus l'univers, etc., etc. Ils peuvent s'améliorer, de toute façon, je pense qu'ils ne vont que s'améliorer. Et si moi tu me présentes un tome 2 d'Instinct qui est mieux que le tome 1, un tome 3 qui est mieux que le tome 2, un tome 4 qui est mieux que le tome 3, ben moi je prends. Je prends parce que ça veut dire qu'ils vont progresser au fur et à mesure. Et j'ai l'impression que ça va être ça. Ok, si derrière il y a un tome 2, moi je pense qu'il y aura un tome 2. Je le compare, vous savez, un peu au manga que Maître Gims avait fait, Devil Relics. Manga qui s'était fait défoncer par la critique. Je crois que j'étais le seul à ne pas avoir défoncé Devil Relics. Alors, parce que Devil Relics, moi j'avais senti un peu la même chose que Instinct. C'est-à-dire j'avais senti des bonnes idées, il y avait un putain de dessinateur dans Devil Relics, c'était un truc de ouf, il était super fort, ok. Mais c'est vrai que la narration était très confuse de Devil Relics, ok. Mais ça pouvait monter en puissance. Sauf que ils n'ont pas eu de succès, ils ont arrêté, ok. Mais je pense que au fur et à mesure, ça aurait pu monter en puissance. Je pense qu'il faut donner la chance à un manga avant de le juger. Il faut au moins tome 1, tome 2 et tome 3 même, tu vois. Donc là, il y a quand même on a un tome 1, on a des bases, on a des bonnes bases, d'accord. Tome 2, je pense qu'ils vont s'améliorer. Au niveau de l'intrigue, surtout, ils vont améliorer l'intrigue. Et tome 3, ils vont encore s'améliorer. Et le dessinateur, au bout d'un moment, va prendre de plus en plus, va se lâcher de plus en plus. Et je pense qu'il va gommer tous les petits défauts. Mais là, au global, je pense quand même Inoxtag nous a servi quand même quelque chose d'honnête. On sent vraiment le passionné, en tout cas, de manga. Il s'est pas foutu de la gueule de ses fans, très clairement. C'est un produit qui est honnête, qui est correct, mais qui a son lot de défauts, comme je viens de le dire. Voilà, le synopsis qui mériterait d'être mieux, plus précis, les mots techniques, le manque de localisation, les problèmes aussi au niveau des anatomies du personnage, etc. Enfin voilà, et les gros problèmes de narration. C'est ça vraiment les gros points. Mais au global, on a quand même des bonnes idées, on a un scénario qui est sympa, on a des bons pouvoirs, on a un beau produit éditorial, on a une puissance de frappe et une puissance de communication qui vont faire qu'ils vont pouvoir derrière, je pense, aussi bien vendre leur tome 2. Donc quand même tout est réuni pour que ça puisse continuer de façon positive, cette petite histoire. Donc voilà les frérots, mon avis sur Instinct. Voilà, c'est un manga pour l'instant correct, c'est un manga correct, mais qui mérite évidemment amélioration. Si je devais le noter sur 10, je lui donnerais actuellement un petit 6 sur 10. Un petit 6 sur 10, mais derrière, avec le tome 2, ça pourra se transformer en 7, 8, 9, sait-on jamais, et peut-être même 10. Non, le 10 n'existe pas. 9,5 sur 10, peut-être, sait-on jamais. Là, pour l'instant, je lui donne un petit 6 sur 10, mais on sent qu'il y a de la passion, on sent que ça a transpiré, on sent qu'ils ont réfléchi, on sent que, voilà, les gars ont taffé, les gars ont bossé. Donc, franchement, je vous conseille même d'aller vous le procurer, hein, très clairement, les frérots. Il faut donner la force, à ce genre de projet, parce que clairement, il faut pas se dire, ah ouais, c'est Inoxtag, ils vont en vendre. Non, 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 il faut donner la force, tout simplement. Et si ça vous plaît pas, bah écoutez, vous le revendez, vous achetez pas la suite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent, je pense, se retrouver déjà dans le personnage de Aki, un petit peu, et qui peuvent apprécier aussi. Voilà, s'il gomme tous les défauts que j'ai sortis, et même s'il les gomme pas, bon voilà, moi je donne mon avis tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Aki. D'ailleurs, il s'appelle Aki et le truc est peut-être en France. En quoi qu'il a été adopté.